le droit d'opposition des créanciers en parallèle de la procédure qui vient d'être exposée, il faut également évoquer le droit d'opposition des créanciers non obligataires. En effet, les créanciers non obligataires des sociétés participant à la fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en Conseil d'État. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société absorbante en offre et si elles sont jugées suffisantes, 249. Comme le précise l'article R. 236 à 11 du Code de commerce, l'opposition d'un créancier à la fusion, dans les conditions prévues par les articles L. 236 à 15, L. 236 à 26 et L. 236 à 30, est formée dans le délai de 30 jours à compter de la dernière insertion ou de la mise à disposition du public du projet de fusion sur le site internet de chacune des sociétés prescrites par l'article R. 236 à 2 ou, le cas échéant, par l'article R. 236 à 3. Il faut observer que celui qui n'est pas en mesure de justifier de créances certaines dans son existence, liquides et exigibles antérieures au projet de l'opération envisagée, 250 ne peut former opposition. Il en va de même de celui qui ne serait créancier ni de l'une, ni de l'autre des sociétés participant à l'opération. L'opposition est, en principe, une faculté pour le créancier. Toutefois, il y a des situations où celle-ci s'impose à lui. Tel est le cas, par exemple, si un créancier bénéficie d'un cautionnement et d'un nantissement sur les droits sociaux de la société absorbée. La fusion faisant disparaître l'absorbé, elle provoquera l'extinction du nantissement. Or, selon la chambre commerciale, le créancier qui ne met pas en œuvre son droit d'opposition alors que la fusion-absorption provoque l'extinction du nantissement des parts sociales de l'absorbé commet une faute de nature à décharger la caution en vertu de l'article 2314 du Code civil. L'opposition, qui est faite devant le tribunal de commerce, n'a pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations de fusion. Par conséquent, même si l'opposition du créancier aboutit à ce que le juge ordonne le remboursement ou la constitution de garantie, elle n'empêche aucunement la fusion d'être votée en assemblée, puis publiée. La seule sanction de l'opposition tient à ce que, à défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la fusion est inopposable à ce créancier. La difficulté est de savoir ce qu'implique exactement une telle inopposabilité. De prime abord, il était possible de penser que le créancier ayant fait opposition aurait été en droit de considérer que la société absorbée n'était pas dissoute à son égard. Telle n'a pas été toutefois l'analyse de la Cour de cassation. Par un arrêt du 7 octobre 2020, la Chambre commerciale a admis qu'en dépit de l'opposition, la personnalité juridique de la société absorbée avait disparu. Toutefois, elle a ajouté que le créancier auquel la fusion est inopposable en raison de l'exercice de son droit d'opposition conserve le droit de recouvrer sa créance sur le patrimoine de la société absorbée. Autrement dit, si la dissolution de la société absorbée lui est opposable, la transmission universelle de patrimoine ne l'est pas. Par conséquent, il est en droit de considérer que le patrimoine de l'absorbé est demeuré distinct de celui de l'absorbante. La procédure collective frappant ce dernier et non le patrimoine de l'absorbé, le créancier ne peut se voir opposer l'arrêt des poursuites individuelles résultant de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société absorbante. Toutefois, comme le créancier ne peut saisir que les actifs de l'absorbé, ceux de l'absorbante étant appréhendés par sa procédure collective, la question la plus importante était finalement celle de savoir s'il appartenait au créancier d'établir que les biens et notamment les sommes d'argent provenaient de l'absorbé. Plutôt que de s'en tenir à la règle acto incubi probatio, la Cour de cassation a préféré faire peser la charge de la preuve sur la personne qui est la plus à même d'établir l'origine des fonds, à savoir la société absorbante. Ainsi, la Chambre commerciale a admis que le créancier puisse pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires dont l'absorbante est devenue titulaire. L'effet attributif de la saisie s'étend en effet à la totalité des soldes créditeurs des comptes de l'absorbante, car il appartient à cette dernière d'établir que tout ou partie des fonds qui y sont déposés ne proviennent pas de la société absorbée afin de les exclure de l'assiette de la saisie 255. Les effets de la fusion. Trilogie. La fusion a pour effet de dissoudre la société absorbée, d'augmenter le capital de la société absorbante et de réaliser un transfert universel de patrimoine entre la première et la seconde. 1. La dissolution de la société absorbée. La dissolution de la société absorbée. La fusion implique une dissolution qui a pour particularité de ne pas être suivie d'une liquidation. Comme toute dissolution, celle-ci n'est pas, en principe, opposable au tiers qu'à compter de sa publication. En réalité, il faut ici surtout tenir compte de l'effet de la transmission universelle à l'égard des tiers et notamment des créanciers et co-contractants de l'absorbé. 2. L'augmentation de capital social de la société absorbante. L'augmentation de capital de la société absorbante. En principe, la société absorbante augmente son capital social afin de créer des titres que les associés de l'absorbante vont recevoir en contrepartie de leurs droits sociaux dans l'absorbé. Le ratio existant entre le nombre de titres reçus en contrepartie du nombre de titres voués à disparaître s'appelle le rapport d'échange ou parité d'échange. Celui-ci appelle deux séries d'observations. Tout d'abord, il peut parfois exister une parité d'échange spécifique à certains titres. En effet, selon l'article L. 228 à 17, alinéa 1er, du Code de commerce, en cas de fusion ou de scission, les actions de préférence peuvent être échangées contre des actions des sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine comportant des droits particuliers équivalents, ou selon une parité d'échange spécifique tenant compte des droits particuliers abandonnés. Ensuite, il est aisé d'imaginer une situation où un associé de la société absorbée n'a pas suffisamment de titres de cette dernière pour recevoir un titre de l'absorbante. Ces titres forment alors des rompus. Les rompus sont des titres de capital qui sont, en principe, cessibles et même négociables 257. Ainsi, un associé de l'absorbé peut acquérir les rompus qui lui manquent pour se voir attribuer un titre entier. Toutefois, une telle possibilité ne permettra sans doute pas d'attribuer tous les titres de l'absorbante. Par conséquent, l'article L. 228 à 6 du Code de commerce prévoit que la société peut vendre les titres non attribués individuellement afin d'indemniser les titulaires de rompus.
Absence d'échange de titres. Exceptionnellement, il est des hypothèses où l'échange de titres et l'attribution de titres aux associés de l'absorbé est totalement inutile. 4 situations sont envisagées par le législateur. Tout d'abord, il y a l'hypothèse où les droits sociaux de la société absorbée sont détenus par la société absorbante elle-même. Il serait inutile de lui attribuer des titres sur elle-même. Ensuite, il y a celle où ces mêmes droits sociaux étaient auto-détenus par la société absorbée. La société absorbée disparaissant, elle ne peut se voir attribuer de titres. En outre et surtout, ces titres auraient dû être annulés in fine. Par ailleurs, il n'y a pas non plus d'échange de titres quand est en cause une fusion entre deux filiales à 100% d'une même société mère 260. La société mère ayant 100% des titres de l'absorbante, il ne sert à rien de lui conférer des titres supplémentaires dans cette dernière. Enfin, depuis l'ordonnance du 24 mai 2023, il n'y a pas non plus d'échange de titres où le capital social de chacune des sociétés parties à l'opération de fusion est détenu dans les mêmes proportions par les mêmes associés. En effet, il revient au même d'avoir à la fois 50% d'une société A et d'une société B valorisées chacune à 10 000 € que 50% d'une société A valorisée 20 000 €, parce que celle-ci a absorbé la société B. 3. La transmission universelle de patrimoine. Principe et exception où il faut distinguer le principe de la transmission universelle de patrimoine de ses exceptions. A. Principe de la transmission universelle de patrimoine. Transmission universelle de patrimoine dans toute fusion, au moins une société est dissoute. Pour autant, cette dissolution ne donne pas lieu à une liquidation, mais à une transmission universelle de patrimoine. Ainsi, le patrimoine de la société absorbée est dissoute et transmis universellement à la société absorbante. En réalité, ce n'est pas tant le patrimoine qui est transmis que ce que celui-ci contenait. Ainsi, le passif comme les actifs sont transmis en une seule fois, à titre universel et non à titre particulier. La singularité d'une telle transmission s'observe notamment à propos des dettes dont la société absorbée était tenue. La fusion opère un changement de débiteur, puisque c'est la société absorbante qui est tenue du passif de la société absorbée. Cependant, il ne s'agit pas d'une cession de dette, soit d'un transport de dette à titre particulier, sans quoi l'accord du créancier aurait alors été nécessaire, article 1327 du Code civil, ce qui n'est pas le cas lors d'une fusion. Elle s'observe encore avec les créances, car la fusion opère un transfert de créances qui n'a pas à être soumis aux formalités applicables à la cession de créances. En outre, il ne faut pas croire que la fusion ne transmet que les biens, contrats, créances ou dettes. Elle transmet aussi les actions en justice. Ainsi, par un arrêt du 22 septembre 2015, la Chambre sociale a eu l'occasion de préciser que, si, en vertu de l'article L236A3 du Code de commerce, la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée, elle opère la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante qui a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée. Date d'effet de la fusion en vertu de l'article L236A4 du Code de commerce. La fusion prend effet. 1 degré en cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d'immatriculation, au registre du commerce et des sociétés, de la nouvelle société ou de la dernière d'entre elles. 2 degrés dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé la fusion sauf si le contrat prévoit que la fusion prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine. Pour une fusion-absorption, le principe est donc que la fusion prend effet entre les parties à la date de la dernière des assemblées. Mais une clause du projet de fusion peut parfaitement prévoir une rétroactivité ou, à l'inverse, un report dans les limites posées par la loi. Effet à l'égard des tiers. Aucun texte ne concerne spécialement la question de la date d'effet de la fusion à l'égard des tiers. Toutefois, il n'y a de difficulté que pendant la période s'écoulant entre l'approbation de la fusion par les deux assemblées, ou sa date de prise d'effet en cas de clause de rétroactivité, et la publicité de la dissolution de l'absorbé. Avant la première, la fusion n'a aucun effet. Après la seconde, elle a nécessairement produit tous ses effets. Pendant cette période intermédiaire, la jurisprudence conduit à distinguer selon l'auteur de l'acte accompli. Si l'acte de procédure est accompli par un tiers, ce dernier peut agir valablement contre l'absorbé ou l'absorbante. En effet, même si la fusion a pris effet entre les parties, le tiers, un créancier de l'absorbé le plus souvent, peut agir contre cette dernière, car la fusion lui est inopposable. La Chambre commerciale va d'ailleurs jusqu'à préciser que, la disparition de la personnalité juridique d'une société n'étant rendue opposable au tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes ou événements l'ayant entraîné, peu important que le tiers en cause ait eu personnellement connaissance de ces actes ou événements avant l'accomplissement de cette formalité. Si l'acte est accompli par l'absorbé à l'encontre d'un tiers, débiteur de l'absorbé, il est irrecevable ou irrégulier. Telle est la solution adoptée par la 3e Chambre civile dans un arrêt remarqué du 17 mai 2006. La haute juridiction admettait le pourvoi formé par une société absorbée avant sa radiation du RCS était irrecevable, dès lors qu'il était intervenu postérieurement à la date de prise d'effet de la fusion arrêtée par la délibération ayant décidé de celle-ci. Telle est aussi la position de la 2e Chambre civile, puisque celle-ci a décidé dans un arrêt du 27 juin 2019 que, peu important la date à laquelle était intervenue sa radiation du registre du commerce et des sociétés, la société absorbée ne pouvait plus, dès la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé la fusion à absorption, effectuer aucun acte juridique, ce à peine de nullité non susceptible de régularisation de celui-ci. Telle est encore la position de la Chambre commerciale, puisque depuis un arrêt du 11 mars 2014, celle-ci décide que le tiers était fondé à se prévaloir de la perte de la personnalité juridique de la société absorbée, survenue avant l'assignation, peu important que la publication de la décision de dissolution au registre du commerce ait été faite postérieurement à cet acte. La deuxième solution implique la troisième, car pendant la période intermédiaire il faut bien qu'entre l'absorbé et l'absorbante, l'une des deux sociétés soit recevable à agir contre les tiers. C'est pourquoi l'acte accompli par l'absorbante à l'encontre d'un tiers, débiteur de l'absorbé, est recevable ou valable. Ainsi,
la Chambre commerciale décide que, il résulte des articles L. 236 à 3, I, et L. 236 à 4, 2 degrés, du Code de commerce qu'en cas de fusion, sans création d'une société nouvelle, la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société bénéficiaire confère de plein droit à cette dernière, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération, qualité pour agir contre les débiteurs de la société absorbée. Elle précise même qu'une telle opération vaut, indépendamment de l'accomplissement des formalités de publicité applicables à cette opération. B. Exception à la transmission universelle de patrimoine. Les exceptions à la transmission universelle. La transmission universelle connaît toutefois des exceptions ou tempéraments s'agissant des contrats conclus intuitu persona, du cautionnement ou encore de la responsabilité pénale. Les contrats conclus intuitu persona. Au tout d'abord, si un contrat est conclu en considération de la personne de la société absorbée, il ne peut être transmis à l'absorbante. Ainsi, s'agissant d'un contrat d'agent-revendeur, ou, autrement dit, d'un contrat de concession conclu intuitu persona, la Chambre commerciale a décidé que faute de l'accord du concessionnaire ou revendeur, l'absorbante concédante ne pouvait se prévaloir du contrat, puisqu'il n'a pu lui être transmis. De même, dans un arrêt remarqué, la Chambre commerciale a décidé au visa de l'article 1844 à 4 du Code civil que, le contrat de franchise, conclu en considération de la personne du franchiseur, ne peut être transmis par fusion-absorption à une société tierce, qu'avec l'accord du franchisé. Dans les contrats à exécution successive, il faut néanmoins distinguer les effets que le contrat a déjà produits et ceux qu'il va produire. La Chambre commerciale a ainsi décidé que, si un contrat conclu en considération de la personne d'une société prend fin au plus tard par l'effet de la dissolution de celle-ci, sauf accord du co-contractant, l'associé unique n'en recueille pas moins, par l'effet de la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute, les créances et les dettes nées antérieurement dans ce patrimoine au titre de ce contrat, peu important qu'elles ne soient pas encore liquides et exigibles. Plus généralement, il faut aussi avoir conscience qu'un contrat peut très bien être conclu en considération de la personne que d'un seul des co-contractants. Il faut donc toujours être vigilant au sens de l'intuitus persona. Le cautionnement ensuite, il y a le cas particulier du cautionnement. Concernant ce dernier, il faut distinguer selon qu'il s'agit d'un cautionnement de dette présente ou de dette future. Cautionnement de dette présente, il n'y a jamais de souci lorsqu'il s'agit d'un cautionnement de dette présente. Dans ce cas, que la fusion concerne le créancier, le débiteur principal ou la caution, le cautionnement se transmet. Cautionnement de dette future en revanche, lorsque le cautionnement porte sur des dettes futures, il faut distinguer les obligations de règlement, pour les dettes nées avant la fusion, de l'obligation de couverture. Seule cette dernière pose des difficultés. Pour appréhender les solutions, il faut distinguer selon que la fusion concerne le débiteur principal, le créancier ou la caution. Il faut exposer la jurisprudence puis la réforme du droit des sûretés. La jurisprudence, la Cour de cassation distinguait selon qu'était absorbé le débiteur principal, le créancier ou la caution. S'il s'agit du débiteur principal, une jurisprudence constante énonce que, en cas de dissolution d'une société par voie de fusion-absorption par une autre société, l'engagement de la caution garantissant le paiement des loyers consentis à la première demeure pour les obligations nées avant la dissolution de celle-ci, 271. Autrement dit, les obligations de règlement subsistent. En revanche, l'obligation de couverture s'éteint pour l'avenir, car la caution ne garantit qu'un débiteur principal bien identifié et que celui-ci n'est plus. S'il s'agit du créancier, la Cour de cassation affirmait de manière constante que, en cas de fusion de société, par voie d'absorption d'une société par une autre, l'obligation de la caution qui s'était engagée envers la société absorbée, n'est maintenue pour la garantie des dettes nées postérieurement à la fusion que dans le cas d'une manifestation expresse de volonté de la caution de s'engager envers la société absorbante. En conséquence, sauf clause expresse contraire, l'obligation de couverture prenait là aussi fin avec la fusion. Seules les obligations de règlement étaient transmises. Si la fusion concerne la caution, il était constant selon la jurisprudence qu'il fallait appliquer la même distinction temporelle. L'obligation de couverture prenait fin avec la fusion. Toutefois, selon un auteur, M. D. Leget, un revirement aurait eu lieu par un arrêt du 7 janvier 2014. En l'espèce, la fusion concernait une sous-caution, c'est-à-dire une personne garantissant le recours en paiement dont dispose une caution contre le débiteur principal. Or, dans cet arrêt, la Chambre commerciale énonce que, au terme de l'article L. 236 à 3, I du Code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où ils se trouvent à la date de réalisation définitive de l'opération, qu'il s'ensuit qu'en cas d'absorption d'une société ayant souscrit un engagement de sous-caution, la société absorbante est tenue d'exécuter cet engagement dans les termes de celui-ci, qu'ayant relevé que le contrat de sous-cautionnement avait été conclu antérieurement à la fusion, la Cour d'appel en a exactement déduit que la Banque Populaire Rive de Paris était tenue de l'exécuter. Il fallait toutefois être prudent quant à l'interprétation de cet arrêt, car ne faut-il pas admettre que la sous-caution garantit une dette présente? Dans ce cas, il n'y aurait eu aucun revirement. Réforme du droit des sûretés. Désormais et à compter du 1er janvier 2022, l'article 2318 du Code civil prévoit que, en cas de dissolution de la personne morale débitrice ou créancière par l'effet d'une fusion, d'une scission ou de la cause prévue au 3e alinéa de l'article 1844-5, la caution demeure tenue pour les dettes nées avant que l'opération ne soit devenue opposable au tiers, elle ne garantit celle née postérieurement que si elle y a consenti à l'occasion de cette opération. Ou, pour les opérations affectant la société créancière, par avance. En cas de dissolution de la personne morale caution pour l'une des causes indiquées au premier alinéa, toutes les obligations issues du cautionnement sont transmises. Caution et absorbante. Quid si l'absorbante est l'un des protagonistes du cautionnement? Le cautionnement ne saurait être remis en cause, puisque la personnalité de l'absorbante subsiste. Toutefois, dans un arrêt du 28 février 2018, la Chambre commerciale a eu à connaître de la situation où le débiteur que la caution garantit est une société absorbante se voyant transmettre les passifs de la société absorbée.
Les passifs de la seconde devenant ceux de la première, la caution peut être tenue de garantir ces derniers. Mais selon les hauts magistrats, la banque n'a pas l'obligation d'informer la caution, qui s'est engagée à garantir l'ensemble des engagements d'une société à son égard, des conséquences de la transmission universelle des patrimoines d'autres sociétés à la société garantie qui les a absorbés. Les sanctions ou le principe de personnalité des peines et des délits n'est-il pas un obstacle à ce que l'absorbante puisse être condamnée pour des infractions commises par l'absorbé? En matière pénale, ce principe est en outre à la fois constitutionnel et conventionnel. Un premier assouplissement a concerné les sanctions administratives avant de concerner les sanctions pénales au sens strict. Les sanctions administratives, amendes civiles et astreintes tout d'abord, la Cour de cassation a fait preuve de pragmatisme au sein de ce qui constitue la matière pénale sans pour autant être du droit pénal au sens strict. Ainsi, elle a décidé que le caractère personnel de l'astreinte ne s'oppose pas à ce que sa liquidation, qui tend à une condamnation pécuniaire, puisse être poursuivie à l'encontre de la société absorbante pour des faits commis par la société absorbée antérieurement à la date de la publication de la fusion-absorption. De même, elle a considéré que les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce, qui visent tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, auteur des pratiques restrictives énoncées par ce texte, s'appliquent à toute entreprise, indépendamment du statut juridique de celle-ci, et sans considération de la personne qui l'exploite, que le principe de la personnalité des peines, résultant des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789, ne fait pas obstacle au prononcé d'une amende civile à l'encontre de la personne morale à laquelle l'entreprise a été juridiquement transmise. Dans les deux cas, la Cour de cassation peine à convaincre et procède plus par affirmation que par démonstration. Certes, s'agissant des pratiques restrictives de concurrence, les hauts magistrats tentent de fonder leur solution sur l'entreprise. Mais cette référence s'apparente plus à un subterfuge qu'autre chose. La responsabilité pénale ensuite, sans qu'il s'agisse d'une véritable exception, il faut évoquer la responsabilité pénale. En effet, sur le fondement de l'article 121A2 du Code pénal suivant lequel nul n'est responsable pénalement que de son propre fait, la chambre criminelle décidait qu'il n'était possible de poursuivre pénalement la société absorbante pour des infractions commises par la société absorbée 278. Seules les condamnations pécuniaires déjà prononcées avant la fusion pouvaient être transmises à la société absorbante comme tout autre passif. Toutefois, dans un arrêt du 5 mars 2015, la CJE a décidé que l'article 19, paragraphe 1, de la troisième directive 78/855/CE du Conseil, du 9 octobre 1978, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous G, du traité et concernant les fusions des sociétés anonymes, telles que modifiées par la directive 2009/109/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, doit être interprétée en ce sens qu'une fusion par absorption, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de ladite directive, entraîne la transmission, à la société absorbante, de l'obligation de payer une amende infligée par décision définitive après cette fusion pour des infractions au droit du travail commises par la société absorbée avant la dite fusion. Une telle solution paraissait condamner la jurisprudence de la chambre criminelle. Toutefois, dans un arrêt du 25 octobre 2016, cette dernière a maintenu sa jurisprudence en s'appuyant sur l'absence d'effet direct à l'encontre des particuliers du droit dérivé. Elle a ainsi décidé que, d'une part, la troisième directive 78/855/CE du Conseil du 9 octobre 1978 concernant les fusions des sociétés anonymes, qui a été codifiée par la directive 2011/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011, telle qu'interprétée en son article 19 paragraphe 1 par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt du 5 mars 2015 précité, est dépourvue d'effet direct à l'encontre des particuliers. D'autre part, l'article 121.1 du Code pénal ne peut s'interpréter que comme interdisant que des poursuites pénales soient engagées à l'encontre de la société absorbante pour des faits commis par la société absorbée avant que cette dernière perde son existence juridique. Plus récemment, la chambre criminelle a procédé à un revirement complet, remarqué et particulièrement bien justifié dans un arrêt en date du 25 novembre 2020. Les hauts magistrats résument ainsi leur propre décision. 1. Il se déduit de l'article 121.1 du Code pénal, interprété à la lumière de la directive 78/855/CE du Conseil du 9 octobre 1978 relative à la fusion des sociétés anonymes, codifiée en dernier lieu par la directive UE 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'en cas de fusion-absorption d'une société par une autre société entrant dans le champ de la directive précitée, la société absorbante peut être condamnée pénalement à une peine d'amende ou de confiscation pour des faits constitutifs d'une infraction commise par la société absorbée avant l'opération. La personne morale absorbée étant continuée par la société absorbante, cette dernière, qui bénéficie des mêmes droits que la société absorbée, peut se prévaloir de tout moyen de défense que celle-ci aurait pu invoquer. En conséquence, le juge qui constate qu'il a été procédé à une opération de fusion-absorption entrant dans le champ de la directive précitée ayant entraîné la dissolution de la société mise en cause, peut, après avoir constaté que les faits objets des poursuites sont caractérisés, déclarer la société absorbante coupable de ces faits et la condamner à une peine d'amende ou de confiscation. Cette interprétation nouvelle, qui constitue un revirement de jurisprudence, ne s'appliquera qu'aux opérations de fusion conclues postérieurement au 25 novembre 2020, date de prononcé de l'arrêt, afin de ne pas porter atteinte au principe de prévisibilité juridique découlant de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme. En tout état de cause, quelle que soit la date de la fusion ou la nature de la société concernée, la responsabilité pénale de la société absorbante peut être engagée si l'opération de fusion-absorption a eu pour objectif de faire échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale et qu'elle constitue ainsi une fraude à la loi 282. Une telle solution a été réaffirmée dans un arrêt de 2022 où la Cour de cassation a rappelé que, même quand son revirement n'est pas applicable, le juge ne peut rejeter la condamnation de l'absorbante sans se prononcer sur l'existence d'une éventuelle fraude à la loi 283. Eu égard au fondement d'un tel revirement, il ne serait pas étonnant qu'il soit à terme étendu au-delà des fusions relevant du droit européen.
2. La scission. Législation. La scission est régie aux articles L. 236 à 18 à 236 à 26 du Code commerce. Aujourd'hui, des dispositions propres sont donc consacrées à cette opération. Toutefois, des renvois sont encore opérés au régime des fusions. Renvoi. La procédure à suivre est la même que celle applicable aux fusions et il est même renvoyé à la procédure simplifiée de fusion. Particularité ou l'originalité du régime de la scission tient au sort des créanciers de la société scindée. Avant l'ordonnance du 24 mai 2023, l'article L. 236 à 20 prévoyait très classiquement que les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée, au lieu et place de celle-ci sans que cette substitution emporte novation à leur égard. Une telle solidarité pouvait néanmoins être écartée par une clause du projet de scission, auquel cas les créanciers non obligataires se voyaient reconnaître un droit d'opposition, c'est comme article L. 236 à 21 ancien. Encore aujourd'hui, la solidarité que prévoit le nouvel article L. 236 à 25 peut être écartée par une clause contraire, conformément à l'article L. 236 à 26, ce qui conférera un droit d'opposition aux créanciers. Toutefois, la nouveauté introduite par l'ordonnance du 24 mai 2023 afin d'assurer la transposition de la directive 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 est que le second alinéa de l'article L. 236 à 25 du Code de commerce vient limiter l'étendue de cette solidarité, puisqu'il dispose que le montant maximal de la responsabilité solidaire de toute société concernée par la scission est limité à la valeur, à la date à laquelle la scission prend effet, des actifs nets qui lui sont attribués. En somme, la responsabilité des sociétés bénéficiaires de la scission reste solidaire, mais se voit plafonnée. Une même limitation est inaugurée également en matière d'apport partiel d'actifs. 3. L'apport partiel d'actifs. Définition et utilité. L'apport partiel d'actifs est un apport en nature par lequel une société apporte à une autre, déjà créée ou à créer, des actifs constituant une branche autonome d'activité. L'originalité de l'apport partiel d'actifs ne se manifeste pleinement que si celui-ci est soumis au régime des scissions qui s'inspire lui-même très largement de celui des fusions. En effet, dans ce cas, l'apport partiel d'actifs réalise une transmission universelle partielle de patrimoine, puisque la société apporteuse va transmettre à la société bénéficiaire l'ensemble des actifs et passifs afférents à la branche autonome d'activité apportée. Toutefois, contrairement à la scission ou à la fusion, aucune société n'est ici dissoute. La société bénéficiaire se contente d'émettre des actions que la société apporteuse va recevoir. L'utilité de l'apport partiel d'actifs est de permettre une filialisation de l'entreprise. En effet, quand l'activité d'une entreprise prend une certaine dimension, des branches d'activité se dessinent, recherche, logistique, immobilier, export, etc. La société correspondante peut alors souhaiter filialiser toute ou partie de ces branches d'activité. Si elle les filialise toutes, elle n'est plus alors une société d'exploitation, mais une société holding n'ayant plus dans son patrimoine que les titres de participation de ses filiales. Variation au-delà de l'apport partiel d'actifs simple qui vient d'être évoqué, d'autres configurations sont prévues par la loi. Tout d'abord, comme en témoigne la définition de l'apport partiel d'actifs donnée par l'article L. 236 à 27 du Code de commerce, celui-ci peut désormais intervenir au profit de plusieurs sociétés bénéficiaires, ce qui évite d'avoir à réaliser plusieurs apports partiels d'actifs distincts comme auparavant. Ensuite, il est également possible, en vertu du second alinéa de cet article L. 236 à 27, de prévoir dans le projet d'apport partiel d'actifs que les actions ou parts de la ou des sociétés bénéficiaires représentant la contrepartie de l'apport seront attribuées directement aux associés de la société apporteuse. Il s'agit d'un apport attribution, neutre fiscalement pour les associés de l'apporteuse. Enfin, et de manière plus surprenante, il peut être stipulé dans le projet d'apport partiel d'actifs que ce sont les parts ou actions de la société apporteuse qui seront attribuées aux associés de celle-ci. Pour terminer, il faut remarquer que les deux dernières variétés peuvent même être combinées, c'est comme, article L. 236 à 27, al. 2, puisque les associés de la société apporteuse peuvent se voir attribuer à la fois des titres de celle-ci et des titres de la ou des sociétés bénéficiaires. Procédure comme l'énonce l'article L. 236 à 27, la société qui apporte une partie de son actif et, le cas échéant, une partie de son passif à une ou plusieurs sociétés existantes ou nouvelles et là où les sociétés qui bénéficient de cet apport peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions de la section 2 du présent chapitre, soit au régime des scissions. Si une telle option est exercée, une procédure proche de celle des fusions doit être suivie. Ainsi, un projet d'apport partiel d'actifs doit être rédigé et un commissaire à l'apport partiel d'actifs désigné afin d'établir un rapport. Ensuite, la société apporteuse comme la société bénéficiaire doivent adopter le projet à l'aune de ce rapport. Une procédure simplifiée est prévue à l'article L. 236 à 28 du Code de commerce en cas d'apport partiel d'actifs entre une mère et une filiale à 100% qu'il s'agisse d'un apport vers le haut ou vers le bas. L'idée est alors de dispenser d'une approbation par les assemblées des sociétés participantes et des rapports. Toutefois, un associé de la porteuse réunissant au moins 5% du capital social peut demander à ce qu'il y ait une AG. Par le jeu des renvois et plus précisément parce que l'article L. 236 à 21, alinéa 2, permet d'appliquer l'article L. 236 à 11, il est permis de se demander si l'apport partiel d'actifs entre deux sociétés par action et ou SARL détenu à 100% par une même société mère ne pourrait pas bénéficier de la procédure simplifiée. Effet. L'apport partiel d'actifs a des effets à l'égard de la société apporteuse, de la société bénéficiaire et des créanciers de la société apporteuse. La société apporteuse va recevoir les titres de la société bénéficiaire et transmettre les actifs et passifs relatifs à la branche autonome d'activité apportée. Il faut pourtant noter que la notion de branche d'activité n'est pas plus présente aujourd'hui qu'hier dans les textes du Code de commerce. La société bénéficiaire va, quant à elle, recevoir ses actifs et passifs. Il faut noter que si l'apport partiel d'actifs transfère à la société bénéficiaire tous les actifs et passifs évoqués expressément dans le projet approuvé par les deux sociétés, il transmet également de plein droit, sauf clause expresse contraire du même projet,
Les actifs ou passifs qui se rattachent à la branche autonome d'activité apportée. La situation des créanciers de la société apporteuse n'appelle de remarque que si leur créance a été transmise à la société bénéficiaire. Dans ce cas, ils peuvent bien évidemment poursuivre en paiement leur nouveau débiteur, à savoir la société bénéficiaire. Mais peuvent-ils toujours poursuivre la société apporteuse? En principe, oui, car, à l'instar de la scission, la société apporteuse reste tenue solidairement du passif transmis à la société bénéficiaire. Ce principe se justifie pleinement par la nécessité de protéger le droit de gage général qui était celui de ses créanciers. Toutefois, depuis l'ordonnance du 24 mai 2023, le second alinéa de l'article L. 236 à 29 prévoit, en effet, que le montant maximal de la responsabilité solidaire de toute société concernée par la scission est limité à la valeur, à la date à laquelle l'opération prend effet, des actifs nets qui lui sont attribués. La formulation « toute société concernée » est cependant malheureuse, car elle laisse à penser que tant la société apporteuse que là où les sociétés bénéficiaires voient leur engagement à l'égard des créanciers plafonnés. Or, une telle limitation paraît choquante s'agissant du débiteur originel qu'est la société apporteuse. Par exception, une telle solidarité peut être écartée par une clause du projet d'apport partiel d'actifs. Mais dans ce cas, la protection des créanciers passe alors par la reconnaissance à leur profit d'un droit d'opposition. Section 4. Le changement de forme sociale, la transformation. Présentation. La transformation d'une société consiste pour celle-ci à changer de forme sociale. Par exemple, une SARL devient une SA ou une SAS. Deux remarques sur celle-ci, l'une concernant la procédure, l'autre ses effets. La procédure. Tout d'abord, quant à la procédure, il s'agit d'une modification statutaire. En conséquence, elle suppose une décision prise par les associés en assemblée. En principe, cette décision est prise à la majorité nécessaire pour modifier les statuts de la société en sa forme initiale. Toutefois, des dispositions spécifiques 284 peuvent exister et exiger une majorité renforcée. Ainsi, en vertu de l'article L. 227-3, la décision de transformation en société par action simplifiée est prise à l'unanimité des associés. De même, une société à risque limité, SA, SARL, SAS, ne peut se transformer en SNC qu'à l'unanimité, puisqu'une telle transformation entraîne une augmentation des engagements des associés, article 1836 et point civ. Par ailleurs, comme ce changement de forme sociale intéresse les tiers qui seront amenés à contracter avec la société, des formalités de publicité comparables à celles relatives à la constitution d'une société devront être accomplies, avis de transformation dans un journal d'annonce légale, enregistrement du procès-verbal de la décision de transformation, publication au RCS et au BODAC. Les effets. Ensuite, s'agissant des effets de la transformation, il faut surtout noter que la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle, article 1844 à 3, première phrase, c.civ. La transformation d'une société n'a donc aucune incidence sur les contrats conclus par celle-ci avec des tiers, sur les créances ou les dettes. En cas de transformation d'une SNC en SARL, les associés restent tenus des dettes sociales nées antérieurement à la transformation. En revanche, même si les formalités de publicité de la transformation peuvent rappeler celles de la Constitution, il ne faut pas confondre celle-ci avec celle-là. Ainsi, dans un arrêt du 27 mai 2015, la Chambre commerciale est venue rappeler qu'en cas de transformation, il n'est procédé à aucun apport nouveau. En effet, la SCI et la SARL ne constituaient pas deux sociétés distinctes, mais deux formes successives d'une seule et même personne morale, et que l'immeuble acquis par la société, où elle était une SCI était demeuré dans son patrimoine, nonobstant le changement de forme sociale, ce dont il résultait que le changement de forme sociale n'avait donné lieu à aucun apport de cet immeuble de la SCI à la SARL, 285. Une telle précision évite d'avoir à respecter les règles relatives aux apports en nature dans une SARL et d'avoir à recourir à un commissaire aux apports. Un tel angle mort n'existe pas s'agissant de la transformation d'une société en société par action, puisque l'article L. 224 à 3 du Code de commerce impose la désignation d'un ou plusieurs commissaires à la transformation chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers. En outre, la transformation a pour effet de mettre fin aux mandats sociaux des dirigeants, puisqu'ils sont attachés à la forme sociale initiale. L'adoption de la forme sociale finale suppose donc que les nouveaux dirigeants soient nommés conformément aux règles applicables à celle-ci. Dès lors, si une SA avec conseil d'administration se transforme en SAS, la question se pose de savoir si le conseil d'administration peut subsister en dépit du changement de forme sociale si son existence n'est pas évoquée dans les statuts. Par un arrêt du 25 janvier 2017, la Chambre commerciale a répondu négativement à cette question alors même que d'autres documents que les statuts évoquaient l'existence du conseil d'administration. En effet, selon la haute juridiction, il résulte de la combinaison de ces textes articles L. 227-1 et L. 227-5 du Code de commerce que seuls les statuts de la société par action simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.